Bonjour à toutes et tous, ou rebonjour peut-être pour certains. Je suis ravie de vous accueillir pour ce 3e webinaire de la 2e journée de l'usine augmentée en ligne. Donc pour rappel, l'usine augmentée en ligne, c'est 9 webinaires sur 2 jours d'échanges autour de l'industrie et un objectif commun à tous, transformer l'usine pour une performance durable. Vous avez face à vous le programme. J'en profite pour parler du webinaire suivant. À 15h15, vous retrouverez Quaternaire pour parler digitalisation des opérations. Et ce webinaire clôturera ce bel événement de 2 jours. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire pour y participer ou à voir le replay. Je suis présentement avec Omer Akdeniz, donc, qui est Chief Innovation Officer à Ekiom, pour ce webinaire OT, IT, choc de culture et de technologie. Quelles solutions nous relevons le défi avec Equidi. Avant de donner la parole à Omer, je vous donne rapidement juste quelques explications sur les fonctionnalités qui vous permettront d'interagir. Vous retrouvez en bas à droite le chat qui vous permet de poser vos questions en direct ou d'interagir avec nous ou les autres participants. Et si vous souhaitez poser des questions de manière plus discrète, je dirais, vous avez l'onglet questions qui est visible uniquement par moi-même et Omer. Voilà pour moi. Omer, je vous laisse la parole. C'est à vous. Écoutez, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence. J'espère que vous m'entendez bien. Donc voilà, je vais vous présenter ce webinaire qui, vous allez le voir rapidement, n'est pas orienté solution, mais plutôt problème-question. Et moi, l'objectif, c'est surtout d'échanger avec vous, de partager avec vous une réflexion que l'on a et voir si on est un petit peu aligné ou pas. Alors, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions, à m'interrompre au cours de la présentation. Donc, Ekiom, rapidement en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, je vais vous présenter Ekiom, partir de notre point de départ. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette démarche? Axer ça sur deux thématiques complémentaires, ça va être la technologie, la data, comment on l'exploite, la méthode, et après illustrer ça. Mais le cœur, c'est les chapitres 3 et chapitre 4. Et on finira avec nos questions-réponses. Alors rapidement, Ekiom est une entreprise lyonnaise qui a été créée en 90, on est 2500 aujourd'hui. On est une société d'ingénierie multisectorielle. Ce qui va nous caractériser, c'est qu'on fait à peu près tous les métiers, toutes les activités dont les industriels ont besoin. Donc, on va intervenir sur tout le cycle de vie d'un projet industriel, ce qu'on appelle la stratégie industrielle. C'est effectivement regarder la faisabilité d'un projet, les autorisations, les budgets, etc. On y va pas. On intervient après sur toute la phase réalisation, donc ingénierie, bureau d'études, conception, management de la construction. Donc, on fait de la maîtrise d'œuvre, des projets clés en main. On fait toutes les études macro, toutes les études de détail et on livre toute partie d'une usine à nos clients. La partie automation, digitalisation, c'est le métier historique d'Ekiom et j'appartiens à ce service-là, je m'occupe de l'aspect digitalisation. On reviendra dessus rapidement après. Et une partie maintenance, exploitation, donc du début d'un projet jusqu'à la fin. Hop, pardon. Hop. Excusez-moi, j'ai cliqué un peu trop souvent. On fait ça à peu près sur tous les marchés. J'ai tendance à dire tous les marchés, donc on est présent historiquement dans la chimie, c'est notre secteur d'activité, l'énergie, l'automobile, l'aérospatiale, et on va apporter à peu près toutes les expertises dont les industriels ont besoin. Une des choses qui va caractériser Ekiom, c'est qu'on va essayer donc d'être présent partout, mais aussi tout le temps, c'est-à-dire que un de nos engagements, c'est d'être présent dans la durée et de manière pérenne à côté de nos clients, donc on n'est pas là pour faire des one-shots. L'automation, le service auquel j'appartiens, est composé de la partie contrôle-commande automation, toute une partie réseau-système orientée OT pour adresser tout ce qui est problématique cyber dans l'industrie, la partie digitalisation que je pilote, la partie bâtiment tertiaire, toutes les utilités, les fluides, la robotique et les services, donc l'exploitation et la maintenance. Derrière tout ça, il a fallu effectivement se poser des questions en tant que... Alors moi, je m'occupe de l'innovation de manière un peu générale chez Ekiom. Et on fait beaucoup de choses, et il fallait aussi savoir ce qu'on allait faire en innovation, sachant qu'on est intégrateur, on n'est pas constructeur de matériel ni éditeur, donc il fallait effectivement se positionner sur quelque chose, c'était pas facile. Et on va le voir, donc on a fait quelques choix qui sont effectivement la digitalisation des processus. Avant de commencer la présentation, je vous présente quelques questions. Moi, l'objectif, c'est effectivement de voir si entre le début de la présentation et la fin, les réponses que vous auriez apportées à ces questions-là auront évolué ou pas. Donc la première, c'est finalement, aujourd'hui, vous avez déjà plein de solutions industrielles. Et est-ce que vous avez le sentiment que ça répond bien à vos besoins? Est-ce que vous pensez que demain, les acteurs de l'informatique, des technologies IT vont avoir plus de place ou une place dans vos usines? Et est-ce que vous considérez que l'agilité est un enjeu?
est-ce qu'aujourd'hui, les méthodes projet, les cycles de gestion correspondent à vos attentes? Et du coup, effectivement, est-ce que vous envisageriez demain de gérer un projet d'automation, de data, d'une autre manière qu'avec le cycle en V? Alors, le constat. On est parti d'un constat, je ne sais pas si vous le partagez, c'est que les choses bougent rapidement aujourd'hui, et même sur la partie opérationnelle et industrielle, ça bouge sur toute la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on doit diversifier les produits, la concurrence, la chaîne logistique, beaucoup de choses changent qui impactent ce qui se passe dans les usines. Des ateliers qui doivent être plus flexibles, des produits qui doivent être plus diversifiés, des contraintes réglementaires à intégrer. Et donc ça, il faut effectivement pouvoir l'adapter. Ça se répercute sur les processus métiers. C'est-à-dire que les modes de production, la manière dont les utilisateurs doivent interagir avec les installations, les séquences opérateurs à suivre sont aussi à adapter. Et on va du coup demander aux opérateurs d'être de plus en plus flexibles, de plus en plus polyvalents. Et ça, c'est pas forcément quelque chose qui est évident, parce qu'il faut garder l'efficacité, il faut garder la qualité. Donc cette agilité, cette variabilité se répercute, à notre sens, sur les processus courants, sur les agences, sur les opérateurs du quotidien. À côté de ça, on a le sentiment que dans les usines, il y a énormément de données. Il y en a plein d'instrumentés, c'est un domaine qui a été historiquement très bien équipé. On génère un volume de données très très important, mais qu'est-ce qu'on en retire? On n'a pas le sentiment qu'on en retire grand-chose, c'est-à-dire que le gain qu'il va en retirer nous semble réduit. Les usages principaux qu'on identifie, c'est on a de la donnée temps réel pour monitorer, visualiser ce qui se passe dans l'usine, c'est la supervision. Et l'autre usage classique, c'est des rapports de production qu'on édite, qu'on pose sur des étagères et qu'on espère ne jamais avoir utilisé parce qu'ils sont là en cas d'inspection. Donc, on pilote l'installation, on a des rapports pour éviter de se faire taper dessus si demain il y a une réclamation, il y a quelque chose. Mais entre deux, ces données, on a le sentiment que la plupart du temps, en tout cas, sont pas exploitées. Et on considère que c'est un vrai capital, que c'est un vrai enjeu et qu'il y a matière à faire mieux avec l'ensemble de ces données-là. Donc du coup, on s'est dit, bah écoutez, on va se positionner nous sur deux enjeux. L'humain. On pense que l'humain a un rôle très important à jouer. C'est un créateur de valeur. C'est à lui de donner de la performance dans l'usine. Et la data. Et ça, avec effectivement le thème de fond, c'est-à-dire comment faire en sorte de pouvoir accompagner, adresser ces enjeux-là avec la contrainte d'être plus flexible, plus agile pour pouvoir effectivement s'adapter aux différents contextes. Alors, finalement, on pourrait se dire, est-ce que la question se pose aujourd'hui dans le domaine industriel? On a déjà plein d'outils. On a nos automates, nos pupitres, on a les outils de supervision, on a plein de MES, on a des historians, on a des outils de BI. Donc c'est vrai que nous, quand on a commencé notre aventure là-dessus, on s'est dit, bah, la question de l'outil, elle se pose pas forcément. On a tout ce qu'il faut. Donc, on a pris les outils avec lesquels on travaille. On est généraliste, donc on travaille avec des constructeurs variés d'automates, plein d'éditeurs. Donc, on avait un choix. On avait tout le panel des éditeurs et des solutions qui s'ouvraient à nous. Donc, on a avancé. Et on s'est dit, tiens, on va adresser un nouveau enjeu qu'on n'a pas peu adressé jusqu'à maintenant. C'est tout ce qui est gestion des processus, tout ce qui est business process management. Donc, on va effectivement s'approprier les outils de BPM, de workflow, pour pouvoir proposer des solutions à nos clients. Alors ça, c'est passé quand même par une phase de montée en compétences qui était importante. Ce sont des outils qui sortent un petit peu du schéma classique des outils de SCADA, de supervision, et qui demandent une prise en main assez importante. Donc, on a passé du temps à faire ça, et du coup, on a formé quelques personnes, des experts, voilà, sur qui on a pu s'appuyer. Mais on ne passe pas de l'un à l'autre comme ça en une ou deux semaines. Et on a mis en place nos premiers projets. On a constaté que même pour un projet qui fonctionnellement est finalement somme toute assez simple, c'est-à-dire qui nécessite peu d'utilisateurs, qui nécessite peu de scénarios, peu de formulaires, peu de workflow. Excusez-moi. Vous m'entendez? J'ai cru perdre la connexion. C'est revenu? On vous entend. Excusez-moi. Merci. Une infrastructure qui était conséquente. C'est des projets qui prennent du temps. On est très dépendant effectivement des ressources qu'on a formées avant, donc c'est-à-dire que s'ils partent sur un autre projet, c'est un peu compliqué, et au final ça coûte cher.
Et du coup, pareil, le ressenti de nos clients était assez mitigé. Bon, on s'est pas arrêté là, on s'est dit qu'est-ce qu'il faut faire pour un peu être plus efficace et que ça se passe mieux la prochaine fois. On s'est dit on va se concentrer déjà sur un produit, on va le maîtriser à fond celui-là. Et puis, pareil, pour gagner du temps et de l'argent, on va commencer à proposer des modules déjà préconfigurés. On va passer dans un mode poche, c'est-à-dire proposer des choses déjà existantes, plutôt que de toujours rester sur chaque décharge, je formalise et je transcris. Excusez-moi, connexion. J'ai un problème de connexion Internet. C'est revenu, excusez-moi. Bon. C'est revenu. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est couper la caméra pour garder un peu de bande passante. C'est le câble, en fait, je vois, qui était déconnecté. J'ai remis, excusez-moi. Désolé. Pour faire ça, en fait, l'objectif derrière, c'est aussi de pouvoir donc proposer une nouvelle solution, de pouvoir la partager à un maximum de personnes. Donc, on se positionnait sur une nouvelle offre et donc éviter de faire des one shots à chaque fois, ça marchait pas économiquement d'un point de vue business model, c'était pas viable. On s'est dit il faut qu'on puisse effectivement faire quelque chose et ce qu'on a fait pouvoir le plus facilement partager à tout le monde. Donc le partage, c'est quelque chose qui est là, qui existe et qui permet effectivement de maximum de personnes. Du coup, on s'est lancé dans le cloud. Alors, le cloud, c'est pas si facile que ça. Il y a plein de contraintes derrière. De la même manière, faut se former, faut comment ça s'appelle, maîtriser les coûts. C'est des coûts qui sont pas toujours évidents à suivre et à piloter. Et du coup, on s'est lancé dans le cloud. L'autre aspect, c'est pareil. On veut toucher un maximum de personnes. Il faut que n'importe qui, depuis son téléphone, depuis son PC, puisse accéder aux applications, aux outils qu'on allait construire. Depuis le cloud, on peut faire plein de choses, mais on s'est dit la façon quand même la plus naturelle aujourd'hui d'accéder à ces solutions-là, c'est d'être dans une technologie web. Aujourd'hui, le web, tout le monde le connaît, que ça soit pour du grand public ou autre chose. Ça a plein d'avantages, ça se déploie facilement, c'est compatible avec n'importe quelle plateforme, rien besoin d'installer et l'application est tout de suite, je dirais, accessible et consultable par tout le monde. Donc on s'est dit, il faut qu'on choisisse aussi des options et des technologies qui soient web, et qui soient compatibles avec ce genre d'environnement. Pareil, on a fait ces projets-là. On est parti sur une solution web qu'on a déployée. Je reviendrai dessus, je vous raconterai l'histoire de ce projet-là. Ça marche, on atteint les clients facilement. Et puis on a eu un retour auquel on s'attendait pas. C'est bien votre truc, mais c'est quand même super moche, quoi. C'est pas super intuitif. Dès qu'on parle de web, dès qu'on parle d'applications immédiatement accessibles, les gens attendent des choses qui soient aussi ergonomiques, aussi sympas que les applications qu'ils ont sur leur smartphone. Si ouais, mais on veut bien faire, mais là on peut pas. Donc et c'était un vrai blocage. On a eu plusieurs fois des blocages parce que l'interface graphique du système n'était pas assez conviviale, assez sympa pour les utilisateurs. Du coup, on s'est dit comment faire ça. Donc, on a déjà toute une boîte à outils, on en a parlé, qui est bien complète. On peut faire plein de choses avec. Mais quand on veut un petit peu l'étendre finalement vers ces nouveaux usages, vers ces nouveaux besoins, on doit quand même un petit peu, je dirais, les déroger aux bonnes pratiques. On doit faire des développements, des applications complémentaires à côté. On doit faire du bricolage, on doit faire du spécifique pour essayer de répondre à des enjeux soit d'ergonomie, soit de fonctionnalité. Donc on s'est dit peut-être que la boîte à outils qu'on a, elle est bien, mais c'est pas forcément la plus adaptée. Donc pourquoi pas commencer à se poser des questions et regarder quelles seraient les autres solutions, quels seraient les autres outils qu'on pourrait prendre pour compléter cette boîte à outils. Et nous, le premier truc qu'on voulait faire, c'était le look. On était vraiment assez contrariés de se dire finalement on a un produit qui fait le job, qui marche bien, qui économiquement passe, etc. Mais ça fait pas bien le job. Donc là, le premier cap qu'on a franchi, c'est de garder le noyau de l'application que l'on avait, de la solution industrielle que l'on avait, mais de dire on va remplacer cette partie web, cette partie présentation, par une application web que l'on aurait complètement développée. Donc du coup, on a développé une application full web qu'on a interconnectée avec l'application, le noyau existant, qui fait tout le service, qui fait tout le déroulement du workflow, pour voir et tester, voir ce que ça pouvait donner d'un point de vue rendu et perception utilisateur.
L'application, dès qu'on passe sur des technologies qui sont pure web, en fait, on peut faire ce qu'on veut, on peut faire des trucs super sympas, etc. Après, c'est à nous d'être créatifs et d'avoir bon sens. Et le client, il est content. Par contre, à côté de ça, nous, on a quand même souffert parce que c'est deux univers, deux environnements qui sont pas forcément bien faits pour vivre ensemble, pour transférer les données de l'un à l'autre, réagir à des événements. On a trouvé des astuces techniques, mais on a bricolé encore. Et du coup, cette partie-là nous paraissait pas viable du tout. Par contre, voilà, cet aspect front, plutôt web, plutôt hyper responsive, avec une bibliothèque d'objets quasi infinie pour pouvoir personnaliser les choses, nous paraissait quand même assez séduisante. Du coup, on s'est reposé la question, on s'est dit, comment faire? Qui gère des données? Qui est capable d'être super agile et quelles sont les technologies qu'ils utilisent? En fait, tous les gens de l'IT, tous les gens du web sont sur ces enjeux-là. Ils gèrent des volumes de données colossaux, ils savent l'exploiter, ils savent la valoriser, ils ont les outils pour, ils savent en permanence améliorer leur processus. Donc on se dit, c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut regarder pour se poser les questions des outils, des technologies associées. Du coup, en fait, on a dit, ok, ça a été assez compliqué, mais on va franchir le cap et on va tout faire avec ces technologies-là. C'est-à-dire qu'on a franchi le cap de ne plus avoir un noyau, une base de logiciels, d'outils industriels sur lesquels on avait fait des mix et des bidouillages. On a basculé du côté complètement IT. Donc on est passé sur des technologies complètement IT web, de la base de données, du service web, des pages, etc. et en architecture microservices. Pour ça, pareil, ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas un automaticien qui va être capable de s'intégrer dans ces technologies-là. Nous, on est sorti de notre zone de confort, on a recruté, on a mis en place une équipe et on s'est dit on va redévelopper tout ça avec ces technologies. Parce que globalement, aujourd'hui, faire de la traçabilité, comme on a pu l'entendre dans certaines fois, je fais de la traçabilité, je fais tout dans l'automate parce que c'est fiable, c'est pas possible. Aujourd'hui, la complexité du jeu de données, tous les enjeux de partage derrière, ne peuvent pas se faire sur la couche basse, elles doivent se faire sur la couche IT. Donc petit à petit, on est sorti de ça. Pour nous, un des autres enjeux, vous l'avez un petit peu deviné, c'est que souvent on est amené à faire ce qu'on appelle du spécifique, c'est-à-dire que vous avez un outil qui a plein de composants qu'on configure, et tant qu'on reste dans le standard du logiciel du marché, du projet industriel, ça marche très bien. Mais aujourd'hui, nous, 9 fois sur 10, on est amené à faire un peu de développement, du scripting à côté, du spécifique. Pourquoi? Parce que les enjeux fonctionnels, certaines briques techniques ne répondent pas aux besoins du client, et on fait ce travail-là à côté. Et c'est ce travail-là qui, souvent, techniquement, déstabilise l'application. Autant ce travail-là, il n'est pas forcément très important en volume sur des applications très SCADA, mais dès qu'on passe sur des applications de gestion de données et autres, en fait, on se retrouve à devoir effectivement faire de plus en plus de spécifiques et du coup se retrouver avec des choses qui sont pas maintenues, pas maintenables, peu évolutifs. Donc, il faut aussi qu'on élimine ce paramètre-là parce que en termes d'évolutivité et de maintenance, c'est pas possible. Donc, on s'est dit, on va tout faire dans nos outils. Excusez-moi, ça ne réagit pas. Ah, ça y est, c'est revenu en arrière. Un peu de latence. L'autre point important qui nous apparaissait après avoir eu cette expérience avec les logiciels du marché, c'est des outils qui ont une bibliothèque d'objets colossale. L'outil peut faire énormément de choses, mais par contre, il faut être un expert. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rentrer dedans, se former, créer un projet, le faire vivre, demande quand même des compétences qui ne sont pas celles d'un débutant et qui sont assez pointues et finalement qu'on ne retrouve pas souvent sur le marché. Et nous, ce qui nous importait, c'est que c'est pas finalement ce que l'outil est capable de faire, c'est une fois qu'on l'a déployé, qu'on l'a mis entre les mains des clients, c'est ce que la solution va être capable, ce que vous êtes capable d'en faire. Donc, on a privilégié aussi une démarche de dire l'enjeu, c'est que quand on livre l'application, il faut que dans un maximum de situations, autant que possible en tout cas, l'exploitant, l'utilisateur puisse configurer, personnaliser, faire évoluer la solution sans compétences informatiques, sans nous. Donc, on s'est dit, on va aussi essayer de construire une solution qui soit vers une logique
qu'on appelle no code. No code, ce sont des applications que vous prenez en main pour personnaliser sans devoir de langage informatique. L'enjeu, c'est de rester dans l'amélioration continue, dans l'agilité, que vous puissiez personnaliser la solution selon vos enjeux. L'autre aspect de tout ça, nous qui venons de l'automation, qui venons du terrain, où le centre de gravité de nos projets, c'est l'équipement, c'est le PID, c'est les instruments, c'est les cubes. En fait, plus on va vers ces projets de gestion de données, plus on se rend compte que le centre de gravité de ces projets, c'est pas l'équipement, c'est pas le procédé, c'est la data. Et qui dit data dit modèle de données. Aujourd'hui, pour exploiter correctement un jeu de données, il faut le valoriser. On peut pas juste prendre des données en vrac, les pousser, essayer d'en retirer quelque chose. Ou alors, ça reste très compliqué. Il y a tout un travail de préparation, de modélisation pour contextualiser les données, pour les pré-traiter, pour s'approcher des indicateurs et des clés que les exploitants finaux veulent. Sauf que dans la plupart des solutions que l'on met en place, qui sont parfois décomposées de plusieurs logiciels, chacun a son propre modèle de données. Et quand il faut, pareil, justement, l'étendre, le personnaliser pour coller 100% aux enjeux du client, ça devient vite très compliqué parce que ils sont fermés, on n'a pas le droit de les modifier, etc. Donc, on a remis, du coup, nous aussi, au centre de données de démarche, la maîtrise et la capacité de bien collecter les données, de bien les agréger, les préparer, les contextualiser et de bien penser tout ce qui est organisation de la donnée dès le début du projet, ce qui permet derrière de les exploiter de manière efficace. Alors, on a ouvert beaucoup de portes sur des technologies, sur plein de choses, et nous, on a souvent eu la remarque de dire « Ouais, mais est-ce que vos démarches, vos solutions sont pérennes ?» Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par pérennité, et quels sont pour vous les critères de pérennité d'une solution. Pour nous, le premier critère, c'est que la solution doit correspondre aux besoins. Elle doit toujours être alignée aux besoins. Avec le point derrière qui est de dire si le besoin change, il faut que la solution puisse changer, il faut que la solution puisse être évolutive. Et pour ça, il faut effectivement qu'on ait des personnes qui puissent faire évoluer la solution. L'autre critère, c'est que faut que les technologies soient toujours d'actualité. Si on a développé quelque chose avec une technologie qui a 15 ans et qui est plus mise à jour, ça marche plus. Et derrière tout ça, derrière cet aspect besoin, évolution et technologie, il faut aussi des acteurs, il faut aussi des ressources qui permettent de prendre en main les solutions et de les faire évoluer. Un des constats qu'on a eu, par contre, ça c'était un petit peu un côté positif de la démarche qu'on a eue, on a investi, on a formé des gens, c'est que pour quelques compétences que l'on a à disposition en informatique industrielle sur des logiciels très spécifiques, lorsqu'on va vers le domaine de l'IT, sur le marché, c'est beaucoup plus facile de trouver des ressources. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour vous, mais nous, en tant qu'intégrateurs, la ressource, c'est l'élément critique. La compétence, c'est l'élément critique. Aujourd'hui, on est plutôt dans le scénario qu'on a des demandes qu'on n'est pas capable d'honorer parce qu'on n'a pas les ressources. Donc, on s'est dit, OK, on va vers ce chemin-là, mais à long terme, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce qu'on va pas aller dans un goulot d'étranglement et se retrouver avec le même scénario qu'avant, tout repose sur 2-3 personnes qu'on a formées, et s'ils sont pas là, etc., on est un petit peu embêtant. Ben non. De ce côté-là, la ressource est bien plus, je dirais, disponible, beaucoup plus facilement accessible que dans le scénario des applications industrielles. Et les technologies évoluent. Donc la pérennité, on sait la garantir. Du coup, au final, sur l'aspect technologie, voilà, l'objectif, c'est que l'utilisateur puisse faire ce qu'il veut, puisse faire un maximum de choses, travaille sur nous, on lui livre et il va être capable de la configurer. Alors, c'est de bien gérer la donnée, et donc ça, c'est de ne pas subir l'aspect base de données, modèle de données, mais d'en être complètement propriétaire et de la maîtriser pour pouvoir la personnaliser sans faire de verrou. Et on a fait un basculement vers des technologies qui sont effectivement pas celles de l'informatique industrielle classique, qui sont celles plutôt de l'IT. Mais aussi, il y a quand même pas mal d'avantages derrière. Après, une fois qu'on a fait la formation, typiquement, on a comparé, à vous donner les coûts d'hébergement cloud qu'on avait sur une application industrielle classique avec les différents serveurs qu'on est amené à déployer et ce qu'on déploie avec nos microservices d'application, on a divisé la facture par 100. Donc aujourd'hui, et ça, c'est notre modèle économique. Bon,
Nous, on en est là, on verra par la suite si effectivement vous et les autres industriels sont alignés, sont prêts à aller dans ce sens-là. Je vais basculer, après l'aspect technologique, je vais basculer sur l'aspect méthodologique. Alors, je pense que le cycle en V, tout le monde connaît. Et si je posais la question qui n'utilise pas le cycle en V dans ses projets, il ne devrait pas y avoir grand monde qui lève la main. Mais à quoi sert le cycle en V? Finalement, le cycle en V, si on prend un petit peu de recul, c'est quelque chose qui est très très orienté gestion du risque. On est là pour écrire les choses, prendre des décisions et se protéger. Du coup, on est sur quand même quelque chose qui va, quand il y a des décisions importantes à prendre, on va faire beaucoup d'itérations avant de signer un document, etc. C'est un processus qui est énormément générateur de documents, projets. Les utilisateurs ne sont pas très souvent là. On les voit de temps en temps. On les voit la plupart du temps à la fin de la réception. Excusez-moi, vous m'entendez ou... Ouais. Oui, Omer, désolé, je me suis permise de couper la caméra parce que pour préserver un peu la connexion. D'accord, ok, j'enlève. Donc c'est quand même quelque chose qui est très orienté gestion du risque, on se protège, on fait ce qu'on a dit, ok. Mais est-ce que pour autant ça marche bien, on atteint le résultat? C'est pas forcément gagné. Et pour moi, une des choses qui m'embête dans cette démarche-là, c'est que l'utilisateur, il est très peu présent pendant ce processus-là. Après, il y a une autre démarche qui vient se compléter là-dessus. On dit on va faire des corps modèles. Alors, pourquoi est-ce qu'on fait un corps modèle? C'est d'être économique, c'est-à-dire on dit on va faire quelque chose qui est répétitif et on va essayer de le faire d'une telle façon que on va capitaliser le savoir-faire pour pouvoir le déployer sur plusieurs usines en optimisant les coûts de développement, les coûts de déploiement et les coûts de maintenance derrière. Mais qui dit corps modèle diffère des standards, diffère des briques qu'on va réutiliser, qu'on va pouvoir configurer. Et souvent, derrière la démarche corps modèle, on a quand même une logique de zéro code. C'est-à-dire qu'on va poser les briques et derrière, on n'y touche plus parce que justement, on a déjà dépensé plein d'argent à faire des briques un petit peu configurables dans tous les sens pour après amortir ces coûts de développement et réduire finalement les coûts de déploiement. Et au final, moi, la plupart des corps modèles que j'ai pu suivre, on se dit on va faire un POC, on va faire quelque chose qui va être un peu représentatif. Mais en fait, ce POC, souvent, c'est 80% du corps modèle. Donc, on fait ça, puis on va le faire aussi dans un cycle très linéaire, avec les mêmes processus de décision qu'un cycle en V. Et du coup, on est sur ce qu'on appelle toujours une démarche cycle en V ou waterfall, qui est très linéaire. Mais au final, en fait, on va livrer, ça va même être pire, parce qu'en fait, on va livrer la première application encore plus tard qu'un projet unitaire, puisqu'on aura réfléchi un petit peu à 12 mois, voire 18 mois. Les technologies évoluent, les besoins évoluent. Et on n'a plus d'argent pour faire des évolutions derrière. On s'est dit, on a déjà dépensé beaucoup d'argent pour faire le corps modèle. Maintenant, vous n'avez pas le choix, vous l'appliquez. Donc finalement, on est sur une démarche plutôt très structurante, un peu comme ce qu'on déploie un ERP, que sur une démarche qui s'accorde la possibilité de faire les ajustements d'une usine à l'autre et de faire les ajustements fonctionnels qui va y avoir par la suite. Je fais une petite parenthèse technique qui est liée à la logique de corps modèle, c'est qu'on dit, voilà, je vais faire plein d'objets, je veux que mes objets soient un petit peu configurables, parce que derrière, je ne veux pas retoucher au code. Donc l'idée, c'est qu'on ait une boîte à outils avec plein de pattes d'entrée et que derrière ça, on puisse gérer la situation A, la situation B, etc. Et dedans, on se retrouve avec un bloc, un élément, avec plein d'éléments de configuration. Et par contre, dedans, c'est assez compliqué. C'est-à-dire que demain, quand je vais rajouter une combinaison, quand je vais rajouter une situation, la complexité de ce qu'il y a dans cette petite boîte noire, elle devient relativement rapidement exponentielle. Ça, c'est un petit peu un réflexe et une culture d'automatisme. On travaille comme ça en automatisme et du coup, on a étendu cette logique-là à la démarche IT aussi. Pour information, côté IT, c'est pas du tout le réflexe de procéder comme ça. On a la notion de ce qu'on appelle la programmation objet, tout le monde a entendu parler de ça. Alors, c'est pas simplement je prends un modèle et je le décline en X instances, c'est aussi la personnalisation de modèles et de sous-modèles, c'est-à-dire que
plutôt que de faire une seule boîte à outils qui s'appelle récompense animal, dans laquelle il y a toutes les options, des héritages, des enfants, etc. Et on va pouvoir personnaliser. Dans l'informatique, on travaille comme ça. Ça simplifie énormément le code, ça le rend beaucoup plus évolutif et beaucoup plus robuste. Lorsque je vais rajouter quelque chose à côté qui ne correspond pas à ça, ça ne va pas déstabiliser tout ça. Mais ça se fait dans le code. C'est-à-dire qu'on ne s'interdit pas de revenir dans le code lorsqu'on a des évolutions fonctionnelles. Et ça, c'est un tabou souvent dans les projets corps modèle ou dans les projets comme ça qu'on veut capitaliser. Si on dit, on fait quelque chose, on a fait plein de pattes, on imagine qu'on a pensé à tout et on avance comme ça. Et cet aspect de ne pas toucher au code, qui est souvent un tabou, je pense qu'il faut le lever, parce qu'en fait, les évolutions, on va devoir le faire. Les mises à jour, il y en aura pour plein de raisons, parce que le besoin va évoluer, donc on ne peut pas aujourd'hui imaginer les besoins de demain. Il faudra faire des mises à jour pour des raisons de cybersécurité. Aujourd'hui, on fait des mises à jour sur des automates, sur des firmware, sur des cartes d'entrée-sortie, sur plein de choses. Donc, imaginez que demain, une application IT ne subisse pas de mise à jour régulière au fil de l'année. Je pense que c'est une utopie. Donc, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, il faut le mettre à jour. Et pour des raisons technologiques, si certains composants terrain ont des cycles de vie relativement longs, côté IT, le cycle de vie est beaucoup plus court. Il y a des mises à jour régulières des composants technologiques, des montées de version, etc. Et pour qu'une application reste pérenne, il faut qu'elle soit à jour. Donc, pour pas se dire, je ne toucherai pas au code. Le code n'est pas un tabou, il va falloir le mettre à jour. Il faut juste le gérer. Il faut juste s'organiser pour le faire de manière sécuritaire. Et donc, je reviens à l'aspect méthodologique. Une méthode, ça sert à quoi? Ça sert à ce qu'un projet réussisse. Réussir un projet, c'est effectivement, on a respecté nos engagements, mais il y a quand même, pour moi, un acteur qui manque lorsqu'on est sur l'aspect cycle en V, c'est l'utilisateur. L'utilisateur, il arrive très souvent, on lui pose peut-être quelques questions au début de projet, puis on le retrouve lors des FAT, et c'est là qu'ils disent, ouais, mais c'est pas comme ça que ça marche, hein, là vous avez déliré, vous n'êtes pas sur le terrain. Et donc, pour moi, la présence de l'utilisateur est d'autant plus importante, d'autant plus sur des projets de data IT où on n'est pas sur un scénario de la variabilité. Les scénarios d'usage sur ces projets de data IT sont très, très nombreux. Et donc, il faut que l'utilisateur soit autour de la table. Alors, l'agilité. Alors, souvent, les gens associent l'agilité à « je ne sais pas où je vais, du coup, je vais faire la méthode d'agile, comme ça, je serai capable de m'adapter et de réagir. » Alors, je pense que l'agilité, pour moi, le fait de lancer une démarche agile commence par un point essentiel, c'est on sait exactement où est-ce qu'on veut aller. On a une vision, on a une stratégie qui est très claire, on a un point d'atterrissage et des enjeux qui sont très clairs. Je ne parle pas forcément d'enjeux strictement fonctionnels, mais on sait ce qu'on veut faire. Et l'agilité va servir à ça. L'agilité, ça va être capable de savoir, comme je sais où ce que je vais, lorsque chaque fois que je vais avoir des décisions à prendre, je vais pouvoir les prendre très rapidement. C'est un vecteur qui va contre l'immobilisme, qui va contre la lenteur des prises de décision. C'est aussi une démarche qui remet l'utilisateur au centre. On va peut-être oublier l'aspect un peu documentaire, on va peut-être oublier certaines choses sur lesquelles on est un petit peu à cheval, mais on va se dire, je fais quelque chose, je le fais pour quelqu'un, je le fais pour des usages, donc je sais pourquoi je le fais, donc je vais remettre ces utilisateurs au centre de la table. Il y a un autre aspect, c'est le risque. Le risque est bien géré par le cycle en V, mais c'est le risque plutôt au sens responsabilité, c'est pas forcément le risque au sens qualité du livrable. Dans la méthode agile, on avance par itération, donc on avance aussi par petits pas. Donc quand on va se tromper de peu, on va pouvoir corriger rapidement. Donc à chaque fois, les enjeux qu'on va pouvoir prendre, qu'on va pouvoir lancer, ne vont pas aller loin. Donc au lieu de prendre d'être en attente et de fédérer X personnes pour dire j'ai une super grosse décision à prendre, est-ce qu'on va dans ce sens ou dans ce sens pas, on va pouvoir décomposer ces gros problèmes en problèmes plus petits qu'on va pouvoir paralyser, traiter comme on veut. Et du coup, effectivement, quand on va s'engager, on va aussi s'engager sur des choses qui sont beaucoup moins critiques, beaucoup moins structurantes. Donc c'est aussi une manière de réduire le risque, et en tout cas de réduire le risque par rapport à l'enjeu final, aux fonctionnalités finales que l'on veut livrer. Alors, quand on parle d'agilité et qu'on parle d'informatique, on va parler de DevOps, de CI/CD. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de DevOps, de CI/CD. Si le cycle en V, c'est le standard
dans l'industrie, ça l'est pas dans les projets informatiques. Pour les raisons qu'on a pu voir, je veux aller vite, je veux déployer vite. Si je me trompe, je veux pas que ça me coûte cher, je veux pouvoir corriger vite. Donc, ce sont des méthodes qui permettent en fait d'automatiser, d'aller beaucoup plus rapidement dans les processus et de livraison et de tests et de retour d'expérience pour pouvoir corriger, améliorer ce qui se passe par la suite. CICD, c'est Continuous Integration, Continuous Delivery. C'est comment je m'organise pour pouvoir effectivement, de manière beaucoup plus progressive, itérative, livrer des choses à mes clients, les tester. Ça peut être pour des raisons techniques, ça peut être pour des raisons fonctionnelles. Je me suis trompé, je corrige et j'améliore. Et donc, on est aussi dans une logique de je livre vite et j'ai mon ROI qui va derrière. Donc, j'investis pas énormément avec un ROI qui est long. J'investis peu, je vérifie que ça me fait gagner quelque chose, hop, et avec ça, je peux réinvestir pour la fois d'après. J'aime bien un petit peu le scénario là qui est illustré là, avec le waterfall, les cycles en V, beaucoup de papier, on imagine, on teste, puis c'est en général là qu'on se rend compte que ça marche pas très bien, que ce soit entre les utilisateurs, les aspects techniques, il faut gérer tous les écarts, et au final, on peut avoir livré quelque chose qui est pas forcément en adéquation avec les utilisateurs. Le cycle en V, c'est hop, on va pas réfléchir, on prend ces outils et on y va. Et on commence par faire des choses simples et qu'on améliore et qu'on enrichit au fur et à mesure. Il y a une notion dans les méthodes agiles qu'on appelle le MVP, c'est Minimum Viable Product. On va commencer par livrer rapidement une fonctionnalité, une application qui est le strict minimum qui est nécessaire aux utilisateurs. Il n'y a pas tout ce qui est autour. Et si déjà ça ne matche pas aux enjeux principaux, n'allons pas plus loin. Si ça match, on va l'améliorer. On va faire une itération, on va livrer davantage. Donc, les méthodes agiles, ce qu'on appelle les DevOps, CICD, avec tous les environnements, tous les outils qui vont derrière, permettent de rentrer dans ce processus-là. Ce sont aussi des méthodes qui ont donc montré l'intérêt d'un point de vue économique. C'est j'investis peu, je gagne de l'argent tout de suite. Alors nous, personnellement, à DevOps, on n'y est pas encore, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Pour faire ce genre de démarche, il faut qu'on soit deux. Il faut qu'il y ait nous et nos clients qui le fassent. Mais c'est pas pour ça qu'on fait rien. Donc on s'est dit, ok, on peut pas faire ça, on n'y est pas encore, c'est pas le besoin du marché. Pourquoi pas faire un mix des deux, essayer de prendre le meilleur du cycle en V, le meilleur de ces méthodes agiles, et on va faire quelque chose d'un petit peu hybride. Donc on n'est pas là pour faire de la méthode pour la méthode, donc on n'est pas là pour dire faut respecter ça. On a essayé d'être pragmatique, donc on a lancé un petit peu nos propres démarches hybrides, où on va allier quelques itérations de la méthode agile avec des jalons de sécurisation du cycle en V. Et ça, d'un projet à l'autre, selon sa complexité, selon sa durée, selon la maturité des personnes qu'on a face à nous, l'alignement qu'on a face à nous, on va proposer des scénarios. L'idée, c'est pareil, on sait exactement où est-ce qu'on va, mais on s'accorde des jalons, on s'accorde des points de repère pour pouvoir, si besoin, réajuster les enjeux métiers, les enjeux fonctionnels de la solution qu'on va livrer. Un autre aspect qui est parfois un peu sous-jacent à ça, c'est le modèle économique. La plupart du temps, côté industrie, on investit des choses, on est en mode CAPEX. Si on prend le fait qu'une application, une solution peut être amenée effectivement à démarrer rapidement, mais à évoluer, à gérer le contrat de maintenance derrière, à gérer toutes les évolutions, on est sur quelque chose qui dure sur le temps. Et finalement, c'est de moins en moins quelque part le métier de nos clients de maintenir ces applications technologiques. On a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Il faut un ROI court, comme on a vu. Plutôt d'éviter la démarche, j'investis beaucoup, mais je sais qu'avec ce gros investissement, je suis tranquille pour les 5 années à venir. Non, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui va se passer les 5 années à venir, donc c'est un risque d'avoir investi sur un si long terme. Plutôt investir, avoir le ROI rapidement. Et pareil, derrière, aujourd'hui j'ai 5 utilisateurs, demain j'en ai 20, ou aujourd'hui j'avais besoin de telle fonctionnalité, demain je ne l'ai plus. Il faut que je puisse avoir quelque chose qui, d'un point de vue financier, s'adapte à mon besoin. Donc, si le CAPEX était la majorité des situations, un petit peu comme sur Liquish IT, on voit les modèles économiques basés sur un modèle plutôt de souscription, d'abonnement, ce que l'on veut, basé plutôt sur l'OPEX, qui prennent de plus en plus d'importance. Voilà, donc ça c'est un petit peu la démarche, c'est le parcours qu'on a pu avoir. Et
rapidement, je vais vous présenter quelques illustrations à travers la solution qu'on a fait. Vous l'avez compris, moi, l'objet, c'est pas tant qu'a été finalement l'élément fédérateur de ce parcours-là et de cette réflexion qu'on mène aujourd'hui. Equium est avant tout aujourd'hui intégrateur, et on reste intégrateur, on travaille avec plein d'acteurs du marché, c'est le positionnement qu'on a depuis notre création, c'est pas prêt de changer. Mais c'est pas parce qu'on est intégrateur que ça va nous empêcher de pouvoir aussi proposer quelque chose. Donc aujourd'hui, on a aussi une offre qui est en mode push, qu'on a baptisée Equili, et qui est là pour effectivement adresser les enjeux qu'on a pu avoir pour les raisons que j'ai pu vous évoquer. Alors, c'est quoi Equili? Equili est une solution de business process management, de gestion de processus. On est parti des workflows. On a redéveloppé notre propre moteur de workflow. Et une des promesses qu'on essaie d'avoir, s'il y a un mot à retenir là-dessus, c'est la simplicité. Mais pas la simplicité pour nous, la simplicité pour vous. C'est pour les exploitants, les agents de terrain, pour les managers. Il faut que ça soit le plus simple possible pour le prendre en main, pour l'utiliser bien sûr, mais aussi pour l'améliorer, le corriger, faire évoluer. Donc voilà, la simplicité est vraiment l'élément sur lequel on essaie de se focaliser. L'enrichir de manière régulière sur toutes les fonctionnalités, les briques qu'il va y avoir dedans. On parle d'IT, on parle de cloud, ben la sécurité, sans sécurité, on n'ira pas plus loin. Et l'autre aspect, c'est le modèle économique. On veut être sur un modèle économique de rentabilité, de quick win, où effectivement la prise en main, ben, il y a des démos gratuites, une prise en main qui est assez immédiate, qui vous permettent effectivement de franchir le cap sans se poser trop de questions. Donc facile pour les agents. L'idée, c'est pas de manuel utilisateur. Pour l'instant, on n'a écrit aucun manuel utilisateur. On va essayer de rester sur cette logique-là. Pareil pour les agents, les responsables qui vont pouvoir prendre en main l'outil et configurer leur scénario avec du tirer-glisser sans jamais écrire une seule ligne de code. Alors, quelques briques fonctionnelles dont est composé Equili. On a une partie planification à capacité finie. Donc, on ne fait pas de l'APS, on ne construit pas le planning, mais on peut nous identifier les problématiques de surcharge sur les personnes, les équipements, les matières, etc. et organiser tout le planning des OF ou de missions, etc. On a toute une partie gestion de projet avec tout ce qui est avancement, livrable, etc. Donc ça permet effectivement d'organiser du suivi sur les projets. En bas à droite, c'est une partie gestion des documents délivrables, suivi versionning. Et on vient récemment de rajouter une brique de suivi de performance avec la connectivité terrain pour récolter et analyser les performances sur différentes lignes de production. Alors, quelques illustrations de projets qu'on a pu réaliser avec ça. Ça, c'est tout le premier projet qu'on a réalisé. Moi, il me tient à cœur parce que c'est la première version de notre solution qu'on a fait avec une application industrielle. On a fait ça pendant le Covid. C'était un client que j'ai jamais rencontré, qui est basé au Mexique. Une usine que j'ai jamais visitée. C'était notre première expérience cloud. Et c'est un projet qu'on a fait 100% en distanciel. Alors que nous, on a l'habitude de dire, si tu rencontres pas le client, tu n'auras jamais l'affaire. Si tu vas pas sur site, ça marchera jamais. Bon, je dis pas que c'est un exemple et que c'est quelque chose à reconduire, mais c'est la première application qu'on a fait avec les visuels de la première version. Hein. Mais ça a marché. On a fait notre MVP. Le client a pu faire tous les tests qu'il avait à faire, scanner ses pièces, c'est la traçabilité de pièces dans l'automobile. Il utilisait depuis le cloud, ses lecteurs, etc. Super réactif. On a été étonné de la réactivité du cloud. Et en tout cas, ça a permis de mettre ça entre les mains des différents utilisateurs, de dire ben, ça c'est important, ça c'est le moins, et pour l'étape d'après, de corriger. Et ça s'est prolongé par une application qui a été déployée sur l'usine. Un autre projet, donc là c'est dans l'industrie maritime, on l'a aussi sur des dépôts pétroliers, sur différents clients. Là, ce qu'on met en avant, c'est qu'en fait, on a basculé sur une solution là, à 100% interne. C'est qu'en fait, on a fait une démo, on a formé les utilisateurs, ça nous a pris 1 heure, en leur expliquant rapidement les menus, et ils sont tout de suite devenus autonomes. Et ils ont créé eux-mêmes une dizaine de scénarios, un formulaire de processus associés. Ils les ont déployés, les opérateurs ont eu accès à au formulaire, aux différents scénarios directement sur leur téléphone, sur leur tablette. Les indicateurs se sont construits automatiquement. Et là, on est sur une application où la brique de base a suffi. Il n'y a pas eu besoin de personnaliser, prise en main immédiate, après un test, voilà. Et ils l'ont rapidement utilisé. Donc c'est aussi une des choses qu'on essaie de pousser, c'est n'hésitez pas à vous poser la question si ça colle ou ça colle pas, que ça soit
en test ou le modèle économique qui est derrière, vous le prenez. Et la satisfaction qu'on a retirée, c'est leur capacité effectivement à rapidement prendre en main la solution et se l'approprier complètement. Hop, j'attends parce qu'il y a un peu de latence. Voilà. Une autre application, donc nous on a un noyau, hein, c'est pas un vertical, c'est pas quelque chose qui est monolithique, et on personnalise l'application en fonction de vos enjeux. On reste intégrateur. C'est une application pour de la logistique dans l'industrie chimie. Il s'agissait de coordonner les demandes entre des préparateurs et des caristes pour leur amener les différents conteneurs, les différents composants pour qu'ils avaient à manipuler. L'application se résume en quelques écrans qui se ressemblent tous, qui sont très simples, mais on est parti de situations de combinaisons qui étaient assez compliquées. On avait plus d'une centaine de pages d'analyse fonctionnelle pour gérer toutes les situations. Et au final, on a livré pareil une application avec 0 manuel utilisateur, c'est-à-dire que ce soit les opérateurs, que ce soit les caristes, on a réussi à simplifier les choses. Donc on a beaucoup travaillé pareil, sur l'aspect UX, UI, sur les scénarios d'usage pour que ça soit très facile à prendre en main. Sur cette application, on a aussi une partie connectivité terrain, puisqu'en fait, on va aussi déclencher des choses en fonction de certains événements qui viennent du terrain. De la même manière, on a pu déployer, tout tester et valider le scénario depuis le cloud avant de basculer et de l'intégrer sur site. Là, c'est dans le domaine de la pharmacie. Donc on a utilisé notre moteur de diagramme, de workflow, etc. pour un autre usage. C'est une unité de production modulaire avec des gros blocs, des unités, des composants qu'on peut complètement déplacer, associer. C'est un Lego. Il y a plusieurs dizaines comme ça d'équipements, des cuves, des pompes, des moteurs, etc. Et l'objectif de ce client, c'est de pouvoir construire des PID dynamiquement, des scénarios, des process dynamiquement pour pré-industrialiser, tester différentes molécules. Donc il fallait qu'ils puissent assembler tout ça, mais avant de l'assembler physiquement, il fallait qu'ils puissent construire des scénarios. Donc on a effectivement personnalisé l'application pour, au lieu de faire des tâches, faire des équipements, mettre toutes les règles de compatibilité, etc. qu'il y a entre l'association de ces équipements-là, gérer la configuration, puis après charger ça dans le système d'automatisme pour exécuter les séquences. Donc, et ça, c'est quelque chose qui lui permet effectivement pareil. Il veut de l'agilité, il veut de la souplesse, il veut pouvoir imaginer différentes choses. C'est un projet sur lequel on a fait pas mal d'itérations UX/UI avec des maquettes Figma pour que la manière dont on a effectivement scénarisé, organisé ça reste très simple. Donc, pareil, drag and drop, et au final, toujours pas de manuel utilisateur. L'objectif, c'est que ça se prenne en main de manière aussi simple que possible. Un autre cas d'usage, j'ai parlé de la collaboration des personnes, des workflows. On n'a aucune prétention de faire ce que les autres applications font et on croit beaucoup plus à la collaboration des personnes et des systèmes qu'à l'un qui bouffe et qui digère les autres. Et là, c'est un cas d'usage où, effectivement, avec un partenaire qui, lui, a une offre de supervision, de monitoring GTC et cloud, avait besoin qu'on puisse effectivement compléter son offre parce que de temps en temps, sur certaines situations, ils ont des choses comme ça à faire. Et donc là, en fait, on a une solution qui vient en compléter une autre. Il y a une application cloud GTC, il y a la nôtre, et les deux interagissent directement avec des services web. Quand certaines alarmes critiques apparaissent côté de la GTC, ça génère des processus, des tâches dans notre système qui dépendent des situations qui ont été définies dans le système. La personne répond à son questionnaire, fait sa levée de doute, et on reproque, et on acquitte, et on clôture l'alarme côté application de monitoring. Donc on est sur quelque chose avec deux clouds complètement différents, des outils programmés avec des langages complètement différents, mais on profite de cette interopérabilité forte qui existe dans l'IT, et à aucun moment faire en sorte que ce qu'on a développé ou ce qu'eux ont développé viennent techniquement perturber l'une ou l'autre des solutions. Donc les solutions se complètent, et au final, les exploitants, les utilisateurs sont vraiment gagnants. Et un dernier exemple, excusez-moi. Donc ça, c'est un projet qui est en cours.
C'est le projet qui, en termes de volume de données, pour nous, représente le plus de volume de données à gérer. On est sur une architecture. L'enjeu, c'est de faire de la traçabilité de pièces dans l'industrie et de faire tout le tracking qui est derrière, avec énormément de données associées. Donc, il y a toute une partie avec des automatismes, des équipements qui sont installés sur site. Donc, on gère cette partie contrôle-commande, collecte de données, et on va après pousser toutes les données vers un serveur Azure. On doit pouvoir fonctionner hors connexion. L'industrie est toujours inquiète de dire « Ouais, mais si j'ai pas ma connexion, qu'est-ce qui se passe ?» On fiabilise tout ça. On gère le contrôle-commande, les automatismes, les caméras, etc. On fait le track unitaire et on fait surtout derrière l'agrégation et la préparation de données. C'est-à-dire que les données, si on les laisse en brut, elles ont peu de signification. On prépare derrière tout ce qu'il faut pour que tous les indicateurs principaux dont l'exploitant, les clients a besoin, soient disponibles de manière instantanée et simple. D'un point de vue technique, c'est un client qui est plutôt en avance de phase sur les technologies. Donc, il a déjà du cloud Azure. Il nous a demandé derrière de passer vers des technologies d'hébergement qu'on appelle Docker, Kubernetes, qui sont encore peu répandues côté industriel, mais qui vont aussi avoir un grand avenir côté IT. Voilà. Mais écoutez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous ai pas forcément apporté de solution, mais c'est des questions qu'on se pose. Nous, on a fait un grand parcours là, dans ce sens-là. On a voulu partager ce parcours parce que je pense que les questions qu'on se pose, les orientations qu'on a pu prendre sont bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, elles vous concernent aussi. Les projets, on les fait ensemble, on les fait avec vous, on les fait avec des intégrateurs, avec des partenaires éditeurs, constructeurs. Et donc, l'objet pour moi était de partager cette réflexion, ce parcours. Et je reviens du coup sur les questions que je vous ai posées. Et ce qui m'intéresserait de savoir, c'est ces questions, les réponses que vous avez envisagé d'y apporter en début de séance et maintenant. Est-ce que ça a pu évoluer et ce que vous en pensez? Merci à vous et je suis disponible pour répondre à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. On a déjà quelques questions qui sont arrivées. Je vais les reprendre dans l'ordre. La première, Equidi est-il interactif avec le DCS? Si oui, comment sont gérés les protocoles de sécurité et de priorité? Alors, ce que DCS, j'imagine, c'est derrière tout ce qui est automation, contrôle-commande, automatisme. Donc, nous, on a focalisé nos liens de communication avec les technologies standards, OPC, MQTT, et de plus en plus, ce qu'il y a, c'est du REST API. Et sur ces trois couches-là, on a des couches de sécurité. Donc, on a du publish, subscribe. Donc, on a les couches de sécurité qui sont gérées par ces trois protocoles. Donc, nous, on ne gère pas la connexion directe. On va passer par ces médias qui sont des standards du marché aujourd'hui. On ne va pas réinventer de la communication directe avec tel constructeur d'automates ou autre. On va passer par ces couches-là qui agrègent et qui, justement, apportent en plus cette couche de sécurité qu'on n'a pas forcément sur les couches plus basses. Est-ce que j'ai répondu à votre question, s'il vous plaît? Je ne vois pas la question. Du coup, elle est dans l'onglet questions. Je vais attendre que... oui, c'est tout bon. Apparemment, ça répond parfaitement à la question. Dans le chat, une nouvelle question. Vous avez mis en avant le cloud. L'industrie est-elle prête pour le cloud? Est-ce compatible avec un système industriel? Alors pour moi, oui, parce qu'en fait, il y a la partie pilotage des équipements. Donc ça, je me pose toujours pas la question. On a bien des automates de terrain, des équipements de terrain, des installations locales qui vont driver ça. Mais là, on parle de data. Et la data est pas incompatible avec le cloud. Et je dirais qu'elle est même plus naturellement là, parce qu'en fait, la data, un des enjeux, c'est de l'agréger, de la connecter, mais aussi de la partager. Et je pense que le cloud n'est pas indispensable, mais est une vraie possibilité. D'autant plus que d'un point de vue derrière gestion, sécurisation, sur l'infrastructure, le contexte dans lequel on est, le cloud peut être un vrai atout en termes de sécurité. On sait que souvent la faille de sécurité, c'est la personne qui a avec sa clé USB qui va directement sur le PC, etc. Aujourd'hui, moi, tous mes fichiers sur OneDrive, je les considère bien plus en sécurité que quand c'était exclusivement en local sur mon PC. Donc, je pense que sur la partie management, collecte, exploitation et valorisation de la donnée, le cloud a un vrai atout économique, sécurité et opérationnel à apporter dans l'industrie. Merci, la réponse est claire. Question suivante. Pensez-vous remplacer les solutions industrielles de supervision
de MES par des solutions purement informatiques? Non. Non, non, loin de là. Notre métier principal aujourd'hui, c'est toujours l'intégration. Les solutions d'automation de ce cas-là sont hyper pertinentes. On a fait ce parcours-là. C'est lorsqu'on est sur certains enjeux, certaines choses qu'on n'arrive pas à adresser. Et on pense que demain, en plus, pour adresser ça, on va avoir, au-delà des outils, des compétences informatiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le développement des outils industriels s'oriente de plus en plus vers du web. On demande de plus en plus de compétences IT pour faire du microservice, pour faire de l'HTML, du JavaScript, etc. Et on s'est dit d'ailleurs, de toute façon, on n'a pas le choix, qu'on fasse à côté ou dedans, il va falloir qu'on s'approprie ces choses-là. Nous, l'idée, c'était aussi de pouvoir proposer des offres Quick Start pour rapidement démarrer et répondre à ces enjeux-là. Après, on a quelques clients qui restent full IT, comme le dernier projet que j'ai présenté. Ils ont décidé de tout faire en développement spécifique à côté. Donc nous, c'est pouvoir répondre aux demandes de nos clients. Et on a des clients aujourd'hui qui nous demandent ça, en fait. Très bien, merci. La question suivante concerne la méthode agile. N'est-elle pas réservée à des applications téléphone ou à l'informatique? Aujourd'hui, si. Mais je pense, et plus je le fais, plus je pense qu'on doit apporter un peu plus de flexibilité dans le cycle en V. Le cycle en V, il est très bien, très linéaire, mais pour moi, il y a des éléments importants, c'est remettre l'utilisateur au centre du jeu, qui est beaucoup moins le cas sur des méthodes cycle en V. Donc la présence de l'utilisateur, elle est là, éviter de se rendre compte lorsqu'on fait les FAT qu'on a visé à côté. Et pareil, il y a la réduction du risque. Pour moi, la méthode agile, c'est aussi une manière de saucissonner un petit peu le projet, de réduire les risques à chaque étape pour pouvoir effectivement l'enrichir, l'incrémenter. Donc je pense qu'il y a quoi faire. J'ai présenté un concept de méthode hybride qui est plus basé sur du bon sens, sur du pragmatisme. Pourquoi pas essayer effectivement en fonction de l'enjeu du projet, du contexte, de faire un scénario qui allie un petit peu le meilleur des deux. Excusez-moi, je vais rajouter juste une chose. Une des choses qu'on a aussi vu souvent sur ces types de projets, l'expression du besoin, le cahier des charges est souvent beaucoup plus fluctuant sur des projets de cette typologie-là IT que sur des projets de process d'équipement classique où là, tout le monde est très mature, on sait exactement où ce qu'on va. Donc, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, on rencontre de l'itération, on rencontre des ajustements dans ce type de projet. Vraiment 8 fois sur 10, le cahier des charges, on a dû le retravailler en fait. Donc il faut de la flexibilité. Ça semble répondre à la question. Encore le temps pour une ou deux questions. Je vais vérifier dans les différents onglets. Question sur la donnée. La donnée a-t-elle suffisamment de valeur pour y consacrer des efforts? Est-ce que la situation actuelle n'est-elle pas satisfaisante? Je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on voit que des acteurs gagnent beaucoup d'argent avec la data. Par exemple, Microsoft est de temps en temps amené à investir chez des industriels, à leur fournir des infrastructures, à leur fournir tous les moyens IT en contrepartie de leurs données. Et je pense que sur simplement de l'aide à la décision, l'anticipation sur des procédés, sur réagir plus rapidement, entre je conduis en temps réel et du rapport, il y a matière effectivement à exploiter les données pour optimiser les procédés. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dans l'esprit des gens. Quand on change de procédé, ça devient plus compliqué. Quand on change d'équipe, ça devient plus compliqué. Donc, si on capitalise pas ce savoir-faire, je pense que c'est de la valeur qui est pas exploitée. Et aujourd'hui, sur la plupart des projets qu'on a pu faire, on a pu voir tout de suite des gains sur l'exploitation de ces données, en fait. Là, je vous ai parlé d'un projet de traçabilité. L'enjeu, il est immédiatement chiffré. On sait que si on arrive ne serait-ce qu'à écarter 10% de mauvais produits, le projet, il va être payé en 6 mois. Et ça, sans la data, sans l'exploiter, sans la contextualiser, on ne va pas être capable de le faire.
ça fait le lien avec la notion de business model. J'ai une question. Quel business model avez-vous imaginé pour cette solution, notamment vis-à-vis des coûts cloud? Et ce sera la dernière question. Ok, merci. Sur l'offre de base standard, c'est un modèle d'abonnement de souscription. On gère le cloud. Après, si on a une offre, après on peut l'héberger où vous voulez, donc on adaptera ça par rapport à votre besoin. Donc on est plutôt sur un modèle de souscription. Si derrière il y a de la personnalisation, on revient sur notre métier d'intégrateur, d'ingénierie, où la partie personnalisation passe en mode projet. Donc l'idée, c'est que vous avez une offre à l'usage. Si vous voulez changer l'offre d'hébergement que l'on vous propose par défaut, et on est là pour la personnaliser. L'offre n'est pas rigide, elle est déployée par client. Hein, c'est un projet, un client, on ne mélange pas les données. On revient à notre métier d'intégrateur et on vous écoute et on va personnaliser la solution pour qu'elle réponde fonctionnellement, esthétiquement, ce que vous voulez, 100% à vos besoins. Donc pareil, là, on n'est pas dogmatique sur l'un ou l'autre. On va essayer de combiner les deux en fonction des usages. Des besoins standards, l'abonnement, c'est ce qui va être souvent le moins cher, le plus facile à adopter. Vous voulez aller sur quelque chose de plus élaboré, on peut mixer les deux ou passer en mode CAPEX complètement. On veut surtout pas avoir de barrière, en fait. On a essayé plutôt d'enrichir les choses, que ce soit d'un point de vue technologique, méthodologique, modèle économique, que de dire il faut faire un choix entre l'un et l'autre. Très clair. Je ne sais pas si ça répond à la question. On a débordé un petit peu, mais on a eu beaucoup de questions. Merci à vous, Omer, merci à tous d'avoir été présents. Excusez-moi. Pardon? Est-ce que ça a coupé? Je suis désolé. Oui, j'étais en train de conclure. Effectivement, malheureusement, la connexion a parfois été un petit peu instable. Ça ne devrait pas affecter le replay, donc n'hésitez pas à l'écouter à nouveau pour reprendre la présentation de manière plus fluide. Merci à tous d'avoir été présents. Merci Omer pour cette présentation. Merci d'avoir répondu présent à l'événement. Et puis, n'hésitez pas à prendre contact avec Omer si vous avez d'autres questions pour approfondir le sujet. On se donne peut-être rendez-vous pour certains au webinaire suivant avec Quaternaire. Merci à tous et bonne fin de journée.